focus. On voit, oui. C'est même pas la peine d'analyser. Pardon. C'est le prof. C'est le professeur. Comment vous comptez faire Comme ça va être hard? difficile. Donc peut-être que je vais faire une lampe à ranger. Voilà, c'est ça. D'accord. Une lampe à ranger, et puis après, je vous montre sur un microscope, et puis je passe dans chaque rangée. Très bien. Alors, ça, c'est le... Un liquide de ponction. Oui. Non, pas de articulaire. C'est une bourse périarticulaire. C'est une bursite. C'est quoi les jeunes? Oui. C'est? Quelle couleur? C'est blanc. Crayeux. C'est un tofu, c'est de l'acide urique. Vous voyez? Approchez-vous. Approchez-vous. Les plus jeunes. Après, on peut augmenter la difficulté. Combien de temps on a pour l'atelier? Une heure? Je pense qu'on peut enlever l'aiguille. Ça sort tout Qu'est-ce que vous faites de toutes ces photos après, hein? Vous en prenez des photos, hein? Qu'est-ce que vous en faites après? On va les mettre sur notre site. Il faudra me donner l'adresse. www. amra.org.mr. www quoi? Amra. AM ou avec un H? AMRA. Ah, c'est facile ça. Donc, Hedy, normalement, la platine qui monte et qui descend. Donc, c'est ça. Ça correspond à ça. Oui. Ça, c'est pour zoomer. C'est pour le zoom. Et celui-là, il sert à quoi? Alors, le plus important, moi, le gros 10. C'est pour faire la mise au point. Donc, on commence par la petite. Si vous regardez quelque chose, vous ajustez le 10. Et normalement, pour les micro-cristaux, on aura besoin des 40. Donc, la lame. Oui. Je vous dis ça. 4, 10, 40. En fait, ce système de Alors, la longueur pour stabiliser, la lumière, normalement, ça se trouve sur le. Donc, on aura ça se concentrer. Et puis, c'est très loin, donc c'est sûr qu'il faut la faire monter. On commence à voir. On commence à voir. Alors, si tu commences à regarder, je vais passer. Là, c'est juste C'est mon portable. Ouais. Et comment on fait pour tourner? On va passer un peu mais je vous chasse. Il n'y a aucun danger. Donc là, on est à x4. Et on va commencer à voir le matériel. Au 10 comme ça. Donc en fait, il y a deux vis là. Je voyais bien que لا بس هذه تمشي وتجي. Je vous laisse faire là, puis je vais derrière. Merci. C'est pour l'enregistrement, ça? Il n'y a plus d'autres lames.
Bonjour. Le docteur Salza, D'accord. ancienne présidente de la société. Là, vous voyez, là, c'est un objectif 40. Donc ça veut dire que l'objectif grossit de 40 fois. Et en fait, le montage du microscope fait que là, c'est grossi de 10 fois. Donc ça grossit 4 fois, ça grossit 10 fois, donc ça fait 40. Mais généralement, c'est l'objectif qu'on utilise pour visualiser les... On voit pas la même chose. Alors, ça c'est... Et votre objectif, lui, il grossit de 10 fois et lui, il grossit de 40 fois. Le montage, ici, ça grossit de 10 fois. Donc quand vous partez de 4, ça fait x4 x 10, ça fait 10, ça fait fois 100. Et donc, on va au 40, ça fait fois 400. Et quand vous êtes au 40... Vous voyez, ça va être complètement différent. C'est plein de toffee. Normalement, tu vas avoir des Donc ici, il y a deux systèmes de mise au point, un qui est rapide et un qui est micrométrique. Donc en fonction de la vie. Vous pouvez bouger un tout petit peu, regardez, tout doucement. Vous voyez maintenant? Oui, c'est des micros. C'est des... Ah oui. familiale, sûrement. Probablement, il est pas familial. Là, on a que de la cellulite dans les... C'est dommage. Oui. Ah, c'est plus facile là. Il y a des cellules. Il y a des cellules, oui. Et donc on peut faire cette préparation là pour. Ou sinon j'ai normalement un échantillon avec du pyrophosphate. J'en ai vu qu'une seule fois. Donc on va faire plutôt le pyrophosphate si vous voulez. Si l'autre est bon, donc on fait le pyrophosphate. Celui-là c'est le pyrophosphate. Et... La deuxième lame qui va arriver bientôt. Comme ça, vous pouvez après faire la comparaison entre les deux microscopes. D'accord? Et refaire la mise au point. Ça vous apprend. Pardon? Et comme ça, il apprendra à refaire la mise au point. Voilà. Et comme ça, me dit Madame Acto, vous allez aussi continuer à apprendre à faire la mise au point sur la préparation. Petite lamelle pour voir la préparation. La préparation. Merci. C'est tout. Bon. Il y a quelque chose? Ça, c'est très riche. Très bien. Est-ce qu'on donne à la première rangée? Oui. Oui. Première rangée. Là, vous en avez du pyrophosphate. Ah oui, hop. Là. Parfait. Deuxième rangée. Très très bien aussi. Que ça va être la même chose, je pense. Oui. Non, parce que là, il y a des fibrines, alors que là, je n'ai pas de fibrines. Alors
Ah, il y a que des... Sur l'autre, voilà, là, c'est bon. Donc vous avez acide urique et pyrophosphate, il y en a. Alors, quand il n'y a pas de fibrine, c'est trop difficile en fait. Ouais. Donc je pense que je vais préparer. Sur tout ça. Rare, donc il faut... Comme ça, on passe à la troisième rangée. Il y en a, on arrive à voir... Bah là, je suis centré sur un pyrophosphate typique. Donc, et je pense que peut-être que celui-là, il faut le laisser comme ça. On laisse là, d'accord. Oui. Donc on fait On laisse passer comme les ça, autres, après ceux qui on n'ont laisse pas de milieu. les fibrines. Voilà. Là, on voit bien aussi. Que je prenne quelques lames. Non, tout ça, c'est des lames qui ne sont pas utilisables. Par contre, celle-ci doit être utilisable, mais il faut trouver... Parce que je le vois pas au centre, c'est un peu flou. Ah, oui. Effectivement, il n'y a rien là. Il faut quelque Alors, chose de... non, il n'y a rien du tout. Je vais le remettre. Il est là, voilà. Avant de parler des traitements, juste on va revoir le métabolisme des purines. Donc, purine, hypoxanthine. Le passage de l'hypoxanthine à la xanthine et puis de la xanthine à l'acide urique se fait sous l'action de la xanthine oxydase. Donc, si on veut diminuer l'hyperuricémie, on va agir au niveau de la xanthine oxydase en l'inhibant par l'allopurinol et le fiboxostate, ou bien on va essayer d'éliminer l'acide urique par les uricosuriques ou les urocolytiques. Donc on va voir ce qui se passe, on va voir les actualités, en tout cas ce qui a été publié. Ce n'est pas vraiment de l'actualité fraîche, c'est un peu du réchauffé puisque ça remonte déjà à quelques années. Donc concernant le traitement médicamenteux, d'abord la crise aiguë. Alors la crise aiguë, les biothérapies chez les goutteux, on sait que les cristaux, l'acide urique est reconnu par les récepteurs membranaires et donc par voie de signalisation, il y a une activation de l'IL-1. Donc la crise aiguë dépend de l'IL-1. Et donc, par ce principe, il y a eu des essais sur les anti-IL-1, le canakinumab en particulier, qui montrent que par rapport à la colchicine, vous voyez que quelle que soit la dose, ça fait mieux que la colchicine concernant la crise aiguë. Donc la biothérapie aussi dans les gouttes. Maintenant, on ouvre, si vous voulez bien, une discussion actuellement
ici, maintenant, est-ce que, je ne sais pas, par rapport à, est-ce qu'il est logique sur le plan coût de traiter une crise aiguë, une crise de goutte par une biothérapie, connaissant les coûts. En tout cas, concernant le Maroc, on a du mal à avoir les biothérapies pour les polyarthritiques, pour les patients qui ont une pathologie chronique destructrice. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour accès à ça pour traiter une crise aiguë? Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que vous l'utilisez? Alors, oui, moi j'ai participé à l'essai, donc je connais un peu. Si vous voulez, c'est clair que c'est des médicaments d'exception. C'est-à-dire que la très grande majorité des crises répondent à la colchicine si vous la donnez suffisamment tôt. Hein. La colchicine, c'est très important, il faut la donner dans les 12 ou 24 heures. 12-24 premières heures. Et à la limite, pour obtenir ça, il faut que le patient puisse s'automédiquer. Donc il a sa colchicine dans la poche ou sur la table de nuit, il sent la crise qui vient, à ce moment-là, il prend 1 ou 2 mg de colchicine et ça résout le problème. Les anti-inflammatoires sont très utilisés. Et les corticoïdes éventuellement. Mais vous avez des patients qui ne peuvent pas prendre ces médicaments. Ils ont une insuffisance rénale sévère. La colchicine est très dangereuse dans l'insuffisance rénale. Les anti-inflammatoires aussi. Ils ont un diabète mal contrôlé, donc vous ne pouvez pas utiliser les corticoïdes. Donc chez des gens qui sont en impasse thérapeutique, plutôt que de leur coller une insuffisance rénale aiguë avec les anti-inflammatoires ou un diabète épouvantable avec la cortisone, vous avez la possibilité d'utiliser des anti-interleukins. Il y a le canakinumab qui est une AMM, mais nous, celui qu'on utilise, c'est l'anakinra. L'anakinra, c'est beaucoup moins cher. Hein. Ça coûte combien comme 60 € l'ampoule 60 €. Alors c'est 200 € la boîte de 7. 200 € la boîte de 7, donc, voilà. Et généralement, il suffit de 3 ampoules. Hein. Donc on est déjà dans un coût un peu plus abordable. D'accord. Chez les malades qui vraiment ne peuvent pas avoir autre chose, c'est une façon de sortir d'une impasse thérapeutique. Le canakinumab, il est beaucoup plus cher. Il a l'AMM? Il a l'AMM européenne aussi. Et il est en négociation de prix dans les divers pays européens, sauf en Allemagne ou en Grèce, où il n'y a pas de négociation de prix. C'est comme aux États-Unis, un médicament à l'AMM, il est tout de suite sur le marché. Mais bon, il coûte des fortunes, parce qu'actuellement, il est utilisé essentiellement dans les syndromes auto-inflammatoires. Oui. Donc je ne sais pas si ce n'est pas 18 000 € l'ampoule, enfin c'est des fortunes, on ne peut pas se permettre ça. Le gros avantage qu'il a, c'est qu'il a une longue durée d'action. Donc si vous voulez, là en fait, la diapo que vous montrez, c'est la diapo comparée à la colchicine, à long terme, canakinumab, pour prévenir les crises induites par l'allopurinol vésicuricémique. Donc on va s'en servir chez ce même type de malades qui généralement ont des gouttes épouvantables. C'est les gens qui n'ont pas supporté l'allopurinol, qui ont des stocks uratiques terribles, et dès que vous leur baissez un peu l'uricémie, ils font des crises. Hein. Donc c'est très bien de pouvoir avoir ce médicament avec une longue durée d'action qui va permettre de traiter les crises et aussi d'introduire le traitement hypouricémien, puisque en fait les données récentes montrent que ça prévient, une ampoule prévient jusqu'à 1 an les crises. Donc, à ce moment-là, vous pouvez enfin, chez ces malades absolument intraitables, espérer pouvoir guérir la goutte en introduisant de manière efficace et sans déclencher crise sur crise un traitement hypouricémien. Mais clairement, ce sont des médicaments d'exception, non seulement pour le coût économique, mais aussi pour la tolérance, parce que l'inhibition prolongée de l'insuline comporte des risques infectieux importants. Il y a un risque de leucopénie, enfin c'est pas de l'eau sucrée, hein, c'est vraiment... Non, mais à quelle dose il est utilisé? Parce que là, il a le 25. Alors, c'est la phase 2. Utilisé à 150 mg. L'AMM, c'est pour 150 mg. D'accord. Par rapport à ces formes sévères qui résistent au traitement et qui... Ça représente quoi? Parce que je ne sais pas, on va prendre l'avis des autres. On n'a pas l'impression, nous, qu'on a des gouttes vraiment sévères. Il est exceptionnel qu'on voit des gouttes qui répondent pas... C'est des exceptions, si vous voulez. Nous, on les voit à la Lavoisière parce qu'on est... Parce que vous êtes un centre, vous avez un billet, c'est un billet. Mais c'est des choses très très rares.
Et on estime, on est en train justement de regarder ça avec le labo, on estime qu'en France, où il y a quand même au moins 60 000 goutteux, hein, on vient de faire une étude épidémiologique, on est près du 1%, ça va être de l'ordre de 400-500 patients. Oui. Donc c'est très peu. Mais c'est des gens, en fait, ça devrait être utilisé comme un médicament de maladie orpheline. Parce que c'est une toute petite population. Et la grande crainte, c'est que les gens se servent de ce médicament pour n'importe quel goutte. Hein. Moi, j'ai été présenter le médicament en Suisse, alors les Suisses ils sont très riches, et ils disent, oh ben voilà la goutte, on ne sera plus réveillé la nuit ni le dimanche soir, on leur donne tous les 6 mois une ampoule de canakinumab et ils ne font plus de crise. Mais ça, c'est une négation complète. Ce qui est important dans la goutte, c'est de baisser l'uricémie, c'est pas de traiter les crises. Alors la colchicine, justement par rapport à la dose et au délai de prise de la colchicine, c'est une étude où les auteurs ont randomisé les patients en 2 groupes. C'était des patients avant qu'ils aient une crise, 500 patients avant la crise, ils leur ont demandé que si jamais ils ont une crise, voilà ce qu'ils vont prendre. Donc ils ont pu finalement 200 patients ont eu leur crise et donc ils étaient randomisés en 2 groupes, un groupe faible dose de colchicine et un groupe à forte dose. Alors qu'est-ce qu'ils appellent? C'était de la colchicine à 0,6 mg. Donc au début, la faible dose c'est dès qu'il y a la crise et puis 1 heure plus tard. Et la forte dose c'est 2 comprimés d'un seul coup et puis toutes les 6 heures ils ont pris un comprimé. Et donc là vous voyez que par rapport à la réponse thérapeutique, vous voyez que qu'on prenne une forte dose ou une faible dose, c'est pareil concernant la douleur. C'est le pourcentage de répondeurs par rapport à la douleur, par rapport au placebo. Alors que quand vous voyez les effets secondaires, gastro-intestinaux, diarrhée et nausées, vous voyez que la faible dose est presque comme le placebo, alors que prendre une forte dose va augmenter les effets secondaires. Autrement dit, quand on prend une faible dose ou une forte dose, c'est pareil sur le plan efficacité, alors qu'on augmente les effets secondaires par la forte dose. Si je peux me permettre, il y a une chose très importante, c'est simple, les gens étaient traités dans les 12 heures suivant le début de l'accès. Hein. Et la colchicine, ça marche en début de crise. Si vous voyez quelqu'un qui a 2-3 jours de crise, c'est même pas la peine de lui donner, il ne va pas répondre. Et vous savez, le test thérapeutique à la colchicine, hein, qui faisait partie des premiers critères dans les années 60 de gouttes, et qu'on garde en tête, en fait, je parle beaucoup trop. Ça reste vrai si vous traitez très précocement. Mais moi, je vois sans arrêt des patients qui traitent leur crise par la colchicine, et je dis alors, ça a marché? Ah oui, docteur, ça a marché. En combien de temps ça a marché? Oh ben, en 1 semaine, j'étais mieux. Hein? Et ça, c'est la colchicine donnée au 3e jour qui ne change pas l'évolution naturelle. Hein? Donc la colchicine, c'est vraiment un traitement très précoce. Sans ça, ce n'est pas la peine. Et c'est un traitement dont il faut avoir très peur. Hein? Parce que dès qu'il y a une insuffisance rénale, dès qu'il y a des médicaments comme des médicaments aussi bêtes que les antibiotiques macrolides, hein, ou la cyclosporine ou le kétoconazole, bon ça c'est plus rare, à ce moment-là, ça augmente les taux sériques. Et il y a tous les ans, mais tous les ans, c'est une constance, des morts par colchicine en France, des gens qui avaient un traitement par la colchicine, même à petite dose prophylactique, hein, qui prennent pour une bronchite un macrolide et pof, au tapis. Hein. Donc, il faut vous méfier de la colchicine dans l'insuffisance rénale chez le sujet âgé. Respectez la diarrhée. Dès qu'il y a de la diarrhée, vous arrêtez parce que c'est le premier signe de l'intoxication. Mais je vais arrêter, je vais vous laisser parler, sans ça on n'a pas fini. Hein. C'est comme j'ai dit interactif et c'est fait, heureusement que vous êtes là. Alors donc l'efficacité est expliquée par le pic sérique alors que les effets secondaires sont expliqués par l'air sous la courbe. Donc ce n'est pas la peine d'augmenter la dose pour avoir une efficacité meilleure, il suffit de prendre une petite dose. Mais comme a dit le professeur Bardin, dans les 12 heures, ce qui fait qu'il faudrait une éducation thérapeutique du patient goutteux pour lui expliquer que quand il a sa crise, il faudrait absolument qu'il prenne sa colchicine au tout début. Alors la cortisone. La cortisone, je pense qu'on a tous eu notre cours à la fac où on nous disait par rapport à la cortisone, attention, la cortisone est contre-indiquée dans les accès goutteux.
Donc, beaucoup de polémiques concernant la cortisone par voie orale. Et dans cet essai, c'est fait en médecine de ville, c'est des médecins généralistes qui ont randomisé donc, les patients en groupe qui prend une forte dose de corticoïdes, 35 mg par jour pendant 5 jours, versus anti-inflammatoire, et là c'était du naproxène 1 g. Et donc on voit que qu'on prenne de la prédnisone ou du naproxène, ça fait pareil concernant la crise aiguë. Bien évidemment, sa corticothérapie pourrait être utile dans les cas où les patients sont en insuffisance rénale et on ne peut pas leur donner de la colchicine. Mais attention, c'est des fortes doses, c'est des patients généralement qui sont diabétiques, hypertendus, donc il faut faire attention. Et je ne sais pas s'il y a, M. Bardin, encore une fois, pour les petites doses de corticoïdes, est-ce que vous donnez ces fortes doses? Mais sinon, si vous donnez de la cortisone, à quelle dose? Si vous utilisez la cortisone, il ne faut pas donner 10 mg, hein. Il faut donner au moins 30. Ah, ok. Donc, vous donnez 30. Là, l'essai de Janssen, il est fait à 35, mais il y a un autre essai qui est fait à 30. Et ça marche très bien. Le problème, c'est que ces gens ont très souvent un syndrome métabolique. Et s'ils font des crises trop souvent, vous allez finir par détériorer le diabète, par leur donner des poussées redoutables d'hypertension. D'autre part, il y a une chose que nos maîtres nous avaient appris, M. Rigvart notamment insistait beaucoup là-dessus, c'est sur le rebond à l'arrêt des corticoïdes et le fait que les gens deviennent cortisonodépendants. Et il y a des pays du monde où ça existe encore. Si vous allez au Mexique, où la cortisone ne coûte pas cher, et comme partout d'ailleurs, est disponible sans ordonnance, les goutteux se traitent à la cortisone. Et donc, on voit le tableau qu'ont connu nos bons maîtres tels que M. Rigvart, c'est-à-dire que ces gouttes tophacées, cortisonodépendantes, avec un syndrome cushingoïde, qui sont des horreurs. Donc, quand vous utilisez la cortisone, en principe, sauf si l'insuffisance rénale est trop importante, donnez en même temps une toute petite dose de colchicine pour éviter ces rebonds et éviter que les patients deviennent dépendants de la cortisone. La toute petite dose étant un comprimé, puisqu'on a que 1 mg. Alors, je pense que chez l'insuffisant rénal, un comprimé, c'est trop. Hein, 1 mg, c'est trop. Ça dépend de la clairance de la créatinine, mais dès que les gens sont à 60 ml ou en dessous, moi je donne un demi. Alors soit vous coupez le comprimé en deux, soit vous le donnez un jour sur deux. Hein. On peut le donner un jour sur deux? Oui, ça nous arrive de le faire. Et même parfois 2 fois par semaine seulement, mais voilà. Alors par rapport aux hypouricémios, alors là aussi, comme c'est un papier à vous, concernant la rasburicase, je vous réadresse encore une fois la parole, puisque c'est un papier à vous. Alors là, c'est terrible. Je suis absolument désolé, surtout que vous dites des choses très intéressantes, mais je vous vole votre cours. Alors, ça, c'est un essai qu'on a fait à un moment où on n'avait pas encore le febuxostat. Et vous savez, quand on a que l'allopurinol, il y a des situations qui ne sont pas gérables. Les gens qui font des allergies cutanées, même bénignes à l'allopurinol, il ne faut pas leur en donner parce qu'ils risquent de faire des affections graves. Et l'un des grands principes de la médecine, quand même, c'est d'essayer de ne pas tuer les patients par les médicaments qu'on leur donne. Hein, voilà. Donc, à l'époque, la rasburicase, c'est... en fait, autrefois, il y avait un médicament qui s'appelait l'uricosime, je crois, qui était la même chose, c'est-à-dire de... l'uricase provenant de je ne sais plus quel champignon, aspergillère, hein, puisque l'homme n'en a pas, hein, c'est bien pour ça qu'on fait des hyperuricémies, et qui a été remplacé, c'est Sanofi qui a fait ça, par la rasburicase, qui est exactement la même chose, sauf que c'est produit par génie génétique au lieu d'être extrait des soupes. Donc théoriquement, ça donnerait moins d'allergies, en fait ça en donne beaucoup. Donc ça a une AMM qui est tout à fait officielle.